Il m'a traité de « vieille école » devant toute l'équipe de stratégie, avec un sourire suffisant comme s'il venait d'inventer l'eau chaude, puis il a essayé de m'expliquer mon propre schéma de conformité en utilisant un organigramme qu'il avait pompé sur LinkedIn. Je ne l'ai même pas corrigé. Je suis juste restée assise là, sirotant le même café infâme de la machine que je bois depuis 19 ans, et j'ai écouté Lucas, tout juste sorti de la grande école de commerce que l'argent de son père, le DAF, lui avait acheté, qualifier mes alertes d'audit de goulot d'étranglement paranoïaque. Ce fut mon premier vrai indice. Il ne s'agissait pas d'optimisation. Il s'agissait d'effacement. Les gens pensent que le silence est un signe de faiblesse. Ils pensent que l'ancienneté signifie qu'on est trop fatigué pour riposter. C'est pourquoi les dirigeants adorent les employés historiques, jusqu'à ce que nous leur rappelions que nous avons bâti les fondations sur lesquelles ils dansent encore. Lucas ne connaissait pas la différence entre les registres de risque et les protocoles d'accès. Il pensait que la séparation des tâches était une question de plan de table. Et pourtant, cette grenade de népotisme ambulante a atterri au poste de directeur de l'efficacité opérationnelle. Pas d'entretien, aucune expérience en système, juste une voix de start-upper de la station F et un nom de famille qui faisait faire la courbette au RH comme si on était encore en 1954. Avant l'arrivée de Lucas, mes journées étaient une boucle de victoire tranquille. Pas de fanfare, juste des registres propres, des pipelines qui tournaient sans accroc, aucune panne. J'ai formé tous les stagiaires qu'ils m'ont envoyés, j'ai même aidé 3 anciens DAF à transformer leurs enfants ignorants en analystes juniors décents, dont 2 m'envoient encore des cartes de vœux. Mais Lucas voulait du sang. Il est arrivé et a commencé à tailler dans le vif sans même lire les schémas. Il a supprimé des balises de redondance que j'avais installées après une quasi-sanction de l'AMF en 2018. Je lui ai poliment demandé s'il voulait consulter l'historique des audits avant de faire des changements. Il m'a balayé d'un geste de la main et a dit « Ça s'appelle la méthode agile, Isabelle. Tu devrais peut-être chercher sur Google. » C'est là que j'ai su que nous n'étions pas dans une restructuration. Nous étions dans une purge. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner. Cela compte beaucoup plus que vous ne le pensez. 97% des gens écoutent sans s'abonner. Mais cette histoire, celle-ci est différente. C'est celle dont ils se souviendront. Revenons à Lucas. Sa 2e semaine, il a fait passer une note de service interne pour mettre fin à un outil que j'avais développé après la faille de sécurité de fin cours. Un outil qui croisait les changements des fournisseurs externes avec nos écritures de paix internes. Sa justification, ça encombre le tableau de bord. J'ai programmé un entretien en tête-à-tête. Il l'a annulé 2 fois. Puis il m'a envoyé un message sur Slack. Dégraisse un peu et mets-toi au pas. Pas de signature, pas de bonjour. J'ai signalé le risque, documenté chaque changement, et envoyé le tout discrètement à l'audit interne. Le DAF m'a convoqué en visio le lendemain matin. Toute l'entreprise, 117 participants, caméras allumées. Il souriait, mais pas de ce sourire qui signifie que vous êtes en sécurité. Il a dit que j'avais sapé l'élan d'un leader prometteur et a exigé des excuses publiques à Lucas pour avoir créé une culture de la peur et de l'inflexibilité. Je n'ai pas bronché, j'ai juste activé mon micro et dit « d'accord ». C'est tout. La salle est devenue silencieuse. Mais le silence a toujours été mon langage le plus puissant. Et quand j'ai dit « d'accord », je n'étais pas en train d'accepter. J'étais en train de me préparer. Lucas ne lisait même pas les noms des fichiers avant de les faire glisser vers la corbeille, les qualifiant simplement de gonflettes historiques et supprimant 6 nœuds de vérification croisés que j'avais personnellement construits après le dernier avertissement de conformité de l'AMF. L'un d'eux était un contrôle multifacteur sur les décaissements qui avait détecté 2 paiements frauduleux à des fournisseurs en 2020. Mais selon Lucas, si ce n'était pas dans son Excel à code couleur de la première semaine, ça n'avait pas d'importance. Il avait étiqueté tout ce qui avait plus de 5 ans de dette archéologique. Je ne plaisante pas archéologique, comme si des décennies de mémoire institutionnelle étaient une sorte de fossile à balayer pour que son papa puisse se vanter de la nouvelle transformation tech allégée lors du prochain appel aux investisseurs. Je lui ai envoyé un message poli, signalant une vulnérabilité que ces suppressions avaient exposée, une qui permettrait à des identifiants de contractants en double de passer sans contestation, contournant les règles de limitation de facturation.
J'ai même joint des captures d'écran et un schéma avant-après. Il a répondu 3 heures plus tard avec une seule ligne. Merci pour l'info. Restons orientés solutions. C'est fort de café venant d'un homme qui pensait qu'un environnement sandbox signifiait qu'il devait télécharger une extension de navigateur. J'ai fait remonter le problème en interne, discrètement, par le même canal sécurisé que j'avais aidé l'équipe de conformité à mettre en place des années auparavant. Je n'essayais pas de l'embarrasser. J'essayais de nous protéger. On pourrait penser qu'une entreprise valant 600 millions d'euros se soucierait des garde-fous qui nous ont évité les tribunaux. Mais non, ce qui les intéressait, c'était la hiérarchie. Et le nom de famille de Lucas trônait au sommet de la pyramide. Quand le DAF a eu vent de ma démarche, il n'a pas organisé de réunion. Il n'a pas demandé de contexte. Il n'a pas examiné les risques signalés, les entrées en double ou la responsabilité potentielle. Non, il a programmé une autre visio pour tous, caméras allumées. Le visage de Lucas rayonnait comme s'il venait de gagner un concours de dictée. Isabelle, commença le DAF, se penchant vers sa webcam comme s'il prononçait un éloge funèbre. Nous avons été informés que vous créez des frictions internes, que vos méthodes sont obstructives. Mon fils essaie d'innover, et vous vous accrochez à des systèmes obsolètes. Je n'ai rien dit. Avec effet immédiat, continua-t-il, vous êtes retiré du pipeline opérationnel, à moins que vous ne soyez prête à vous excuser publiquement d'avoir remis en question le leadership. Quelques personnes ont cligné des yeux. Une a eu un hoquet. La plupart ont simplement baissé les yeux, comme des otages prétendant ne pas entendre la rançon. Lucas n'a pas parlé. Il a juste souri. Ce petit demi-sourire narquois de quelqu'un qui n'a jamais eu à mériter l'autorité, juste à en hériter comme une maison de famille au Cap Ferret. J'ai activé mon micro, j'ai dit « compris » et je me suis déconnecté. Pas de réfutation, pas de discours de départ dramatique, car le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il attend. Silencieux, patient, chirurgical, juste assez longtemps pour que la pièce oublie d'où il vient. Le curseur clignotait sur le modèle de lettre de démission, mais je n'ai pas tapé un mot. Pas encore. Je suis juste restée assise dans la lueur de l'écran, laissant le silence s'installer comme la poussière dans une salle de serveur. Mes mains étaient stables. Pas de rage, pas de panique, juste la clarté froide qui vient après que quelqu'un a confondu votre silence avec de la soumission une fois de trop. Cet appel en visio, ce n'était pas une punition, c'était une permission. J'ai ouvert le disque crypté que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des artefacts numériques d'une version de moi qu'ils avaient tous oubliés. Une Isabelle plus jeune, de l'époque où j'étais encore consultante au lieu des actifs historiques. C'était le titre sur le contrat. 2004, architecte des systèmes originaux, avant l'acquisition, avant le changement de nom, avant tous les costards qui sont entrés en prétendant que cet endroit avait été construit hier. J'ai trouvé l'addendum avec la clause que je me souvenais avoir rédigée moi-même, à une époque où je ne faisais confiance à la parole de personne, pas même la leur. Clause 7C. En cas de retrait forcé d'un projet sans procédure régulière ou motif valable, le contractant conserve les droits exclusifs sur les modules logiciels dérivés créés indépendamment lors de la conception du système original, y compris, mais sans illimité, les cadres d'auditérité, les protocoles de conformité des fournisseurs et les tableaux de bord de reporting associés. En clair, s'ils me viraient sans motif, les fondations m'appartenaient. Ils ne l'ont jamais amendé. Jamais remarqué. Pas une seule fois en 19 ans. J'ai commencé à construire ma séquence de sortie de la même manière que j'ai tout construit ici. Silencieusement, précisément, sans laisser de traces. Je me suis connecté à ma console d'administration, la vraie, pas la nouvelle interface brillante que Lucas avait mise en place pour l'apparence. J'ai désactivé 3 clés liées aux licences de synchronisation interne. Pas révoquées, juste expirées. Des arrêts en douceur. Rien qui ne puisse encore déclencher d'alerte. J'ai imprimé ma lettre de démission, laissant un espace en bas pour quelque chose que je n'étais pas encore prête à écrire. Puis j'ai ouvert un deuxième fichier, ma checklist. Pas une liste de tâches, mais un catalogue de coupe-circuits. Chaque actif, chaque service, chaque ligne de fournisseur où mon nom ou celui de mon URL apparaissait sur le contrat.
Système Sudcrête, ma société de conseil d'origine, techniquement jamais dissoute. Je l'avais juste laissée en dormance, jusqu'à maintenant. Premier point, révoquer la liaison de licence pour le tableau de bord d'audit. Deuxième point, désactiver la synchronisation des sauvegardes vers la vue prête pour les investisseurs de Lucas, celle dont il se vantait lors des points du jeudi. Troisième point, préparer la transmission des archives des journaux de cryptage au service juridique. Sur le papier, cela ressemblait à un simple nettoyage, mais toute personne un peu perspicace se rendrait compte de ce qui manquait. J'ai crypté les minuteurs de déconnexion, les ai étiquetés maintenance de rotation de session et les ai configurés pour une cascade, un système toutes les 12 heures, juste assez pour éviter les soupçons jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puis j'ai attrapé sous mon bureau la clé USB qui était dans un port factice depuis 2015. À l'intérieur, la dernière copie fonctionnelle des journaux de conformité fantôme. Pas de cloud. Pas de doublon. Pas de sauvegarde. Juste la mienne. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une rébellion. C'était une assurance. Parce que s'ils allaient me mettre à la porte de la maison que j'avais construite, ils n'allaient pas en garder les fondations. Le premier système à tout sauter fut le portail des investisseurs. Juste une légère erreur de timeout. Rien de catastrophique pour l'instant. Lucas a probablement pensé que c'était un hockey du serveur ou qu'il avait oublié de renouveler un jeton. Je pouvais presque l'entendre blâmer un sous-traitant anonyme au Bangladesh avant même de vérifier le journal d'erreur. Mais s'il avait vérifié, il aurait vu la ligne de statut, PIN de licence à retourner une nouvelle liaison inactive. Cette liaison était automatique, jusqu'à ce que je la coupe. Pendant ce temps, le tableau de bord qu'il aimait tant exhiber, celui qu'il avait baptisé « Apollo métrique » comme s'il avait envoyé le truc sur la Lune, a clignoté, a chargé des tuiles vides, puis s'est figé. Il l'avait codé en dur pour qu'il puisse dans une table de vue en direct que j'avais enterrée derrière un pare-feu secondaire. Un qui filtrait les entrées de test, les fournisseurs fantômes et les coquilles vides. Sans ma clé, il ne voyait rien. Et Lucas voyait un écran blanc là où ses données de démo pour les investisseurs auraient dû être. Pourtant, personne ne se doutait de rien. C'est la beauté des départs silencieux. Tout le monde est trop occupé par sa prochaine réunion pour remarquer ce qui ne fonctionne plus, jusqu'à ce que les lumières de la maison s'éteignent complètement. Le service juridique a finalement flairé la première piste. Un renouvellement de fournisseur automatiquement signalé pour examen. Le nom, Système Sudcrête ERL, ma société, mon identité de consultante d'origine d'avant la fusion. Techniquement jamais absorbée. Quelqu'un aux achats l'avait transmis avec une alerte rouge de l'IA au service juridique. J'imaginais un jeune juriste plissant les yeux devant les métadonnées, se demandant pourquoi cette coquille dormante venait de générer une alerte de conflit de licence. Il finirait par comprendre, mais pas avant que les dominos aient fini de tomber. Je suis entré au RH avec ma démission imprimée et proprement pliée, je l'ai glissée sur le bureau avec mon badge accroché dessus comme une pensée après coup. La réceptionniste a souri un peu trop fort. « Oh, vous changez de service ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête, murmuré « merci pour tout » et je suis parti avant même que les portes vitrées ne se referment derrière moi. Elle n'a pas ouvert la lettre. Elle n'aurait de toute façon pas compris la dernière page, celle avec le résumé des droits dérivés joints et l'horodatage de mes derniers déclencheurs de déconnexion. Dehors, il brunait. Pas une tempête, pas encore, mais assez pour sentir que l'air avait changé. De retour au bureau, je savais qu'il s'agitait, mais pas pour les bonnes raisons. Lucas accusait probablement la latence d'AWS. Le service juridique signalait des contrats expirés avec des mots comme « exposition héritée ». Et le DAF, il répétait probablement un discours pour l'appel trimestriel sur la rationalisation interne sans se rendre compte que les fondations étaient déjà fissurées sous ses pieds. C'était la phase que personne ne remarque. La partie où toutes les pièces se désalignent légèrement, pas cassées, juste déconnectées. Et quand vous déconnectez suffisamment de fils, même la plus belle des tapisseries commence à s'effilocher. Lucas est arrivé le lundi matin comme s'il venait de négocier la paix dans le monde. Des lunettes de soleil aviateur sur son col, un shake protéiné à la main, un faux bronzage luisant sous les néons.
Il a fait un petit geste de pistolet avec ses doigts à la réceptionniste qui semblait activement essayer de se fondre dans le ficus, puis il s'est pavané dans le couloir comme un chien sans laisse. L'arrogance de quelqu'un convaincu que le silence signifiait la reddition. Quand il a atteint ma rangée, il s'est arrêté, a regardé mon bureau, a vraiment regardé. Pas de tasse à café, pas de mur de post-it, pas de protège-poignet à moitié usé que je gardais habituellement près du clavier, juste le vide terne et silencieux de quelqu'un qui était parti avec intention. Tu as appris ta leçon, hein, a-t-il marmonné à la chaise vide, essayant de sauver la face devant l'analyste junior à proximité, qui lui a lancé un regard confus et est retourné faire semblant que son écran n'était pas gelé. De l'autre côté du bâtiment, dans une pièce aux stores occultants et 4 bureaux debout, l'ambiance devenait nerveuse. Une alerte s'était déclenchée à 7h43 précise. Identifiant non autorisé détecté. Clé de licence invalide. Normalement, cela aurait été un bouton de panique de routine. Quelqu'un avait mal tapé un mot de passe. Un fournisseur avait changé une liaison. Mais celle-ci, elle était liée au moteur de reporting principal. La clé de licence n'avait pas seulement échoué. Elle avait retourné une valeur nulle. Aucune trace, aucune solution de repli, aucune copie cachée. Le système ne s'était pas contenté de rejeter l'accès. Il n'avait plus aucune idée de ce qu'était l'accès. À 8h12, un ingénieur de support de niveau 3 a envoyé une note interne à son chef d'équipe. Truc bizarre, Système Sudcrête apparaît comme propriétaire du pipeline financier. C'est pas celui d'Isabelle ça? À 8h17, le fil Slack du service juridique est passé de calme plat à Defcon 2. Un assistant juridique a posté une capture d'écran d'un accord signalé qui n'avait pas été mis à jour depuis 2009. Une phrase surlignée, les droits de continuité du système resteront la propriété de Système Sudcrête, sauf si le contrat de conseil est résilié en vertu de la section 14b3. Pas de ligne de signature de l'entreprise, pas d'avenant, juste mes initiales, la date, et un H numérique qui n'avait pas expiré. À 8h23, le Slack du DAF a sonné. De Mélissa L, juridique à Darren, DAF. Message, es-tu au courant que le nom d'Isabelle Dubois est toujours listé comme le concédant principal de licence pour le système financier central? J'ai besoin d'une confirmation dès que possible. Cela affecte l'accès des investisseurs. Il n'a pas répondu car à ce moment précis, Lucas rafraîchissait son tableau de bord encore et encore, regardant chaque graphique qu'il avait promis de livrer aux investisseurs se charger en boîte blanche et point d'interrogation rouge. La suffisance est une monnaie fragile. Une mauvaise matinée, un flux non synchronisé, une clause de contrat enfouie, et soudain vous n'êtes plus l'avenir de l'entreprise. Vous n'êtes que le gamin qui a cassé les tuyaux en essayant de repeindre la cuisine. Il pensait probablement que je bluffais, que j'allais revenir avec des excuses forcées et un sourire de bonne coéquipière. Mais le problème quand on suppose que le silence est une soumission, c'est que parfois, c'est juste le bruit d'un piège qui se referme. À 9h03, la moitié des dossiers préparatoires au conseil d'administration avaient échoué à la validation. Chaque bouton d'exportation renvoyait une gentille petite erreur 502 suivie de « Veuillez réessayer plus tard ». Mais il n'y avait pas de « plus tard ». Ces présentations devaient être mises en ligne à midi. Et sans elles, l'alignement des investisseurs se brisait comme une tasse à expresso bon marché sur du carrelage. Lucas avait cessé de sourire. Le directeur financier faisait les 100 pas. Leur analyste junior, la pauvre, a essayé de copier-coller des captures d'écran dans un PowerPoint de secours. Mais les graphiques n'étaient pas seulement cassés. Ils n'existaient pas. Les ensembles de données derrière eux avaient disparu, ou plutôt, étaient scellés. Le chemin d'accès sur lequel ils comptaient depuis des années n'était plus à leur portée. À 9h26, Mélissa du service juridique a ouvert la porte vitrée du bureau du DAF sans frapper. Darren n'a pas levé les yeux. Il fixait une fenêtre de message Slack vide, les doigts planant au-dessus du clavier comme s'il pouvait taper les excuses à sa place. « As-tu viré Isabelle publiquement ?» a-t-elle demandé, à bout de souffle, tenant 3 pages imprimées agrafées et marquées de drapeaux fluo. Il a cligné des yeux. « Quoi ? L'as-tu viré publiquement ?» répéta-t-elle plus lentement maintenant, officiellement, pendant une réunion avec tout le personnel. Il s'est adossé à son fauteuil.
Je lui ai dit de s'excuser ou de partir, et elle a dit « d'accord, point ». Mélissa le dévisagea comme s'il venait d'avouer un incendie criminel. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, puis plus fort. « Tu ne peux pas faire ça. Pas avec son contrat. Pas avec cette clause active. » Elle a claqué les pages sur la table. « Clause 7C », a-t-elle dit, pointant du doigt le paragraphe surligné. Elle conserve les droits sur les dérivés logiciels et les licences de propriété intellectuelle conditionnelles liées à son statut de conseillère. Si elle est démise de ses fonctions sans motif ni procédure, elle possède les outils, les tableaux de bord, les coquilles d'audit, la cartographie d'archivage. Ce n'est pas la propriété intellectuelle de l'entreprise. C'est sa propriété intellectuelle. Nous la louions via Sudcrête sous des termes de conseil actif. Tu viens de rompre ça. Le DAF est devenu blême. C'était il y a 20 ans. Sûrement que ce n'est. Non, l'interrompit Mélissa. Ça a été renouvelé en 2018. Nous avons déposé une extension lorsque nous sommes passés à la phase 2 de la conformité. La signature d'Isabelle, aucune contre-signature de la direction. Ces conditions se sont appliquées par défaut. Mais ce n'est qu'une prestataire. Elle était co-architecte, a-t-elle rétorqué. Et maintenant, c'est un fournisseur hostile. À 10h04, 4 investisseurs avaient déjà demandé le dossier final. Aucun ne pouvait accéder au fichier. Le système redirigeait sans cesse vers une page de licence désactivée avec une bannière qui disait « Contactez Système Sudcrête pour autorisation ». C'était moi. Cette bannière disait autrefois « Propulsé par ». Je l'ai changée pendant le week-end. Lucas s'était enfermé dans une salle de réunion. J'imagine qu'il cherchait sur Google comment déposer une demande d'outrepassement de fournisseur d'urgence, mais il n'y en avait pas. Pas pour ça. Pas pour quelque chose construit à la main, ligne, par quelqu'un qui ne croyait pas qu'il fallait donner les clés à des gens qui ne prenaient jamais la peine de lire la foutue carte. Ce qu'ils appelaient obsolète était un levier. Et maintenant, ils le regardaient leur glisser entre les doigts. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée pour 10h30 précise. Tous les dirigeants ont vidé leurs agendas. Aucun ordre du jour n'a été envoyé, aucune présentation préparée, juste un seul objet de la part du bureau du président, exposition à la non-conformité, examen immédiat requis. La première diapositive n'était pas un graphique. C'était un écran blanc avec une seule ligne de texte rouge. Fichier de piste d'audit T3 non trouvé. C'est là que les chuchotements ont commencé. Il s'est avéré que la refonte de l'efficacité de Lucas n'était pas seulement cosmétique. Dans sa hâte de rendre les choses plus légères sur le papier, il avait effacé la seule instance de l'arborescence du journal de conformité du T3, celle que je l'avais averti de ne pas supprimer. Pas de versionnage, pas de copie cachée, pas de redondance dans le cloud. Il avait tout écrasé avec une enveloppe de tableaux de bord personnalisés qui avait l'air propre jusqu'à ce que vous essayiez de creuser et que vous ne trouviez rien en dessous. Le pire, c'est que cette piste d'audit n'était pas facultative. C'était une exigence réglementaire pour 2 contrats fédéraux qui se chevauchaient. L'absence seule était un motif d'enquête, et il ne pouvait pas falsifier une sauvegarde maintenant. Pas avec les divergences d'horodatage qui rampaient déjà sur les métadonnées. Quelqu'un a posé des questions sur les options de récupération. Le service juridique a répondu par une seule phrase. Isabelle Dubois était la seule dépositaire de l'archive cryptée. Silence. Ce fut le moment où le ton est passé de la panique à l'effroi. De l'incrédulité au calcul. Je n'étais plus seulement la fille qui était partie. J'étais maintenant la seule personne sur Terre qui savait où les squelettes de l'audit étaient enterrés et comment les exhumer correctement. À 11h12, mon téléphone a vibré. Un email privé, pas du DAF, pas du juridique, mais de l'assistante du PDG, Émilie, quelqu'un avec qui j'avais travaillé pendant des années de 1000 manières discrètes. Nous avions l'habitude de nous passer des post-it entre la conformité et le juridique avant que Slack ne gâche tout. Objet, aujourd'hui. Corps du message, Isabelle, j'espère que tu vas bien. Je sais que les choses ont dégénéré. Serais-tu ouverte à une conversation ? Pas d'ordre du jour, juste une chance de parler. Émilie. Je n'ai pas répondu tout de suite.
Je suis juste restée assise à la table de la cuisine, regardant la lumière changer sur mon ordinateur portable, me demandant combien d'entre eux réalisaient enfin que redondant ne signifiait pas remplaçable. Je n'étais plus une employée, ni une prestataire. J'étais un passif, un pare-feu, un point de défaillance unique qu'ils n'avaient pas documenté parce qu'ils n'avaient jamais pensé en avoir besoin. Et maintenant ils n'avaient d'autre choix que de demander. Le levier ne venait pas de la colère. Il ne venait pas des menaces. Il venait du fait d'être la dernière personne qui savait encore comment tout fonctionnait réellement. Et cela me rendait soudainement irremplaçable. Je ne suis jamais retournée. Ni dans le bâtiment, ni au lecteur de badge, ni même au parking avec la tache d'huile sur laquelle je me garais toujours pour cacher la lente fuite de ma voiture. Qu'ils gardent leurs bureaux vitrés et leurs avantages de start-up. Un tour de victoire ne m'intéressait pas. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Il y a une différence. Une semaine après la réunion du conseil, Système Sudcrete a été discrètement ajouté à la liste des fournisseurs actifs sous contrat. Pas d'annonce, pas de mail à toute l'entreprise, juste une ligne dans le système d'approvisionnement. Conseil en système de conformité continue, accès niveau conseil. Le chiffre à côté, plus que ce que je n'ai jamais gagné en salaire, mais je ne l'ai pas encaissé. Pas encore. Lucas, pendant ce temps, avait été muté à un nouveau rôle dans le développement stratégique. Pas de subordonné, pas de réunion, pas d'accès à la plateforme, juste un titre creux et un bureau avec un téléphone fixe débranché. Quelqu'un m'a dit qu'il avait passé sa première journée d'exil à rédiger une proposition pour une initiative blockchain que personne n'avait demandé. Les RH ont envoyé une note qui ressemblait à un sourire forcé. Nous sommes fiers d'annoncer un examen complet de la propriété des systèmes historiques, mené par des équipes transversales engagées dans la transparence et la durabilité. En clair, ils essayaient de comprendre ce que je possédais d'autre. Ils avaient sorti tous les contrats des archives. Ils avaient enfin commencé à les lire. Pas seulement les miens, ceux de tout le monde. Parce que je n'étais pas la seule à avoir glissé des clauses pendant les années Far West. J'étais juste la première à en faire appliquer une avec des dents. Tard un jeudi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais avec un préfixe 01. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était court. La voix d'une femme, basse et délibérée. Madame Dubois, je représente l'un des fonds d'investissement par an liés à votre ancien employeur. Nous avons examiné vos tableaux de bord. Ils étaient élégants, simples, à l'épreuve du futur. Nous serions intéressés à discuter d'opportunités de conseil, si vous êtes ouverte à cela. Elle n'a pas dit pour qui elle travaillait. Elle n'en avait pas besoin. Les gens comme elle n'appellent pas à moins que la salle ne se soit déjà mise d'accord. Je me suis adossée et j'ai laissé cela m'envahir. Pas le triomphe, pas la vengeance, juste le bourdonnement silencieux de l'équilibre qui se rétablit. Ils ne voulaient pas que je revienne parce qu'ils m'aimaient bien. Ils me voulaient parce qu'ils avaient enfin réalisé que je n'étais pas décorative. J'étais essentielle. Je n'ai pas démantelé leur empire. Je n'ai pas fait fuiter de documents ni lancé d'alerte. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait, puis j'ai éteint les lumières en partant. Laissons-les tâtonner dans le noir un moment. Il s'avère qu'il est difficile de remplacer des fondations quand on n'a jamais pris la peine d'apprendre qui a posé les briques. Le tableau de bord s'est éteint avec un léger clignotement. Pas d'avertissement, pas de message d'erreur, juste une session fermée, propre et silencieuse. Comme un rideau qui tombe après le dernier acte, je suis restée assise à la table de la cuisine, tenant la même tasse ébréchée que j'utilisais depuis la fusion. Le café était devenu tiède, mais cela ne me dérangeait pas. Il y avait quelque chose de poétique à regarder le dernier morceau de mon ancienne vie se dissoudre en silence. Pas de fureur, pas de fanfare, pas d'applaudissements, juste une conclusion. Les journaux étaient partis maintenant, les liaisons de système, les clés de licence, même les anciennes invites de conformité, déliées et archivées. Plus de rappels, plus d'alertes nocturnes sur les écarts de fournisseurs ou de pings urgents sur les mots de passe oubliés par des stagiaires à 2 fuseaux horaires de distance. Ce monde, avec toute son urgence artificielle et ses égos en quête de statut, était enfin sorti de mon orbite. J'ai attrapé sous la table un dossier scellé. L'étiquette était de ma propre écriture,
clé d'audit post-contrat. À l'intérieur se trouvaient les autorisations finales hors ligne, une chaîne de code qui pouvait encore accéder aux journaux fantômes résiduels et aux sauvegardes de redondance cryptées. Une assurance au cas où il deviendrait assez intelligent pour supplier, mais assez stupide pour mentir. J'ai jeté les pages dans la cheminée en fonte, une par une. Pas de drame, juste du papier qui se courbe, noirci, disparaît en fumée. Le feu crépitait doucement, presque comme s'il approuvait. Mon ordinateur portable a de nouveau sonné. Un message. Le dernier du fil que j'avais laissé ouvert plus tôt, d'Emily L., bureau du PDG. Objet, aujourd'hui. Message, il n'avait pas lu la clause, n'est-ce pas? J'ai à peine souri. Il ne l'avait pas lu. Aucun d'entre eux ne l'avait lu. Pendant 19 ans, ils avaient survolé les contrats, supposé la loyauté, et jeté des titres comme fournisseur comme si cela signifiait jetable. Mais certains fournisseurs ne portent pas de badge. Certains construisent le coffre-fort et mémorisent chaque sortie avant même que vous n'emménagiez. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai glissé sur la table et j'ai regardé par la fenêtre. Le monde semblait exactement le même, mais tout avait changé. Il pensait que me retirer simplifierait les choses. Il s'est avéré que j'étais la simplification. Certaines leçons ne viennent pas des excuses.